Et à cette période, il y avait une énorme peur de la terreur rouge, la terreur communiste. Donc, pour faire une histoire courte, de cette campagne de relations publiques émergea un engagement de la part de la CIA et des militaires pour destituer cet homme. Et en fait, nous l'avons fait. Nous avons envoyé des avions, des soldats, des chacals. Nous avons envoyé tout le nécessaire pour le faire sortir. Et nous l'avons sorti. Et aussitôt qu'il fut relevé de ses fonctions, le nouveau qui le remplaça rétablit tout pour les grosses corporations internationales, United Fruit incluse. L'Équateur a très longtemps été gouverné par des dictateurs pro-états-uniens, souvent relativement brutaux. Alors, il a été décidé qu'il aurait une véritable élection démocratique. Yamé Roldos concourut, et son objectif principal, disait-il, en tant que président, était de faire en sorte que les ressources de l'Équateur soient utilisées pour aider le peuple. Il gagna, de très loin, avec plus de voix que n'importe qui n'ait jamais eu en Équateur. Et il commença à appliquer ses politiques pour s'assurer que les profits du pétrole soient là pour aider le peuple. Eh bien, nous ne l'avons pas apprécié aux États-Unis. J'ai été envoyé comme l'un des assassins économiques pour changer Roldos, pour le corrompre, pour le rapprocher, pour lui faire savoir, vous savez, tu peux devenir très riche si toi et ta famille jouez selon nos règles. Mais si vous continuez à appliquer cette politique que vous avez promis, vous allez partir. Il n'a rien voulu savoir. Il a été assassiné. Aussitôt que l'avion s'écrasa, toute la zone a été bouclée. Les seules personnes autorisées étaient les militaires américains d'une base proche et quelques militaires équatoriens. Quand une investigation fut lancée, 2 témoins clés moururent dans un accident de voiture avant d'avoir une chance de témoigner. Un tas de choses très étranges se sont passées autour de l'assassinat de Yamé Roldos. Je n'avais, comme la plupart des gens qui ont observé le cas, absolument aucun doute qu'il s'agissait d'un assassinat. Et bien sûr, dans ma position d'assassin économique, je m'attendais toujours à ce que quelque chose arrive à Yamé. Que ce soit un coup d'État ou un assassinat, je n'étais pas sûr, car il ne se laissait pas corrompre, et il ne se serait jamais permis d'être corrompu de la manière que nous le voulions. Omar Torrijos, le président du Panama, était l'une de mes personnes favorites. Je l'appréciais énormément. Il était très charismatique. C'était un type qui voulait vraiment aider son pays. Et quand j'ai essayé de l'acheter ou de le corrompre, il dit « Écoute, John », il m'appelait Juanito. Il dit « Écoute, Juanito, je n'ai pas besoin d'argent. Ce que j'ai réellement besoin, c'est que mon pays soit traité décemment. J'ai besoin que les États-Unis paient la dette qu'ils doivent à mon peuple pour tous les dégâts que vous avez causés ici. J'ai besoin d'être dans une position où je puisse aider les autres pays latino-américains à gagner leur indépendance et d'être libérés de cette terrible présence venant du Nord. Vous nous exploitez terriblement. J'ai besoin que le canal du Panama revienne dans les mains du peuple panaméen. C'est tout ce que je veux. Donc laissez-moi tranquille. N'essaie pas de m'acheter. On était en 1981 et en mai, Yamé Roldos se faisait assassiner. Et Omar était parfaitement au courant de cela. Torrijos rassembla sa famille et dit « Je suis probablement le prochain. Mais ça ne fait rien, car j'ai réalisé ce pourquoi je suis venu ici. J'ai renégocié le canal. Le canal sera désormais entre nos mains. Nous avons fini de négocier le traité avec Jimmy Carter. » En juin de la même année, 2 mois plus tard, il s'écrasa aussi dans un accident d'avion, qui, il n'y a aucun doute, fut exécuté par les chacals commandités par la CIA. Une énorme quantité de preuves, dont celle d'un agent de sécurité de Torrijos, lui donna au dernier moment, alors qu'il montait dans l'avion, un magnétophone. Un petit magnétophone qui contenait une bombe. C'est intéressant pour moi à quel point ce système a continué presque de la même manière pendant des années et des années, hormis que les assassins économiques soient devenus de plus en plus au point. Puis, nous avons fait face à très récemment ce qui s'est passé au Venezuela. En 1998, Hugo Chavez se fait élire président, succédant à une longue lignée de présidents qui ont été très corrompus et qui ont littéralement détruit l'économie du pays. Et Chavez fut élu au milieu de tout cela. Chavez se dressa face aux États-Unis et il le fit principalement en demandant que le pétrole vénézuélien soit utilisé pour aider le peuple vénézuélien. Eh bien, nous n'avons pas aimé cela aux États-Unis. Alors, en 2002, un coup d'État fut arrangé.
Il n'y a pas de doute pour moi ni pour la plupart des gens que la CIA était derrière ce coup. La manière dont ce coup a été fomenté était très caractéristique de ce que Kermit Roosevelt a fait en Iran. De payer des gens pour sortir dans la rue, pour troubler, pour protester, pour dire que Chavez était très impopulaire. Vous savez, si vous faites appel à quelques milliers de personnes pour faire cela, la télévision peut donner l'impression qu'il s'agit de tout le pays et les choses commencent à bourgeonner. Excepté que dans le cas de Chavez, il a été assez intelligent et le peuple était si fortement pour lui qu'ils l'ont surmonté. Ce qui fut un moment phénoménal dans l'histoire de l'Amérique latine. L'Irak, effectivement, est l'exemple parfait de la façon dont le système entier fonctionne. Donc, nous, assassins économiques, sommes la première ligne de défense. Nous entrons, nous essayons de corrompre les gouvernements et de les faire accepter des prêts énormes qui sont alors utilisés comme moyen de les posséder littéralement. Si nous échouons, comme j'ai échoué au Panama avec Omar Torrijos et en Équateur avec Yamé Roldos, des gens qui ont refusé d'être corrompus, alors la seconde ligne de défense est d'envoyer les chacals. Et soit les chacals renversent le gouvernement, soit ils l'assassinent. Et une fois que c'est arrivé et qu'un nouveau gouvernement est mis en place, il sera au garde à vous, car le nouveau président sait ce qu'il arrivera s'il s'en écarte. Dans le cas de l'Irak, ces deux moyens ont échoué. Les assassins économiques n'ont pas été capables de percer Saddam Hussein. Nous avons essayé avec acharnement. Nous avons essayé de lui faire accepter des marchés très similaires à ce que la famille princière saoudienne a accepté en Arabie Saoudite. Mais il n'accepta pas. Et donc, les chacals ont débarqué pour l'arracher. Ils n'ont pas réussi. Sa sécurité était très bonne. Après tout, il a, à un moment, travaillé pour la CIA. Il avait été embauché pour assassiner un ancien président d'Irak et a échoué. Mais il connaissait les systèmes. Donc, en 91, nous avons envoyé les troupes et nous avons détruit la défense irakienne. Puis, nous avons présumé à ce moment que Saddam Hussein se dévoilerait. Nous aurions pu bien sûr le soutirer à ce moment, mais nous ne le voulions pas. Il est le genre d'homme fort que nous aimons. Il contrôle son peuple. Nous pensions qu'il contrôlerait les Kurdes et qu'il garderait les Iraniens dans leurs frontières et continuerait à extraire du pétrole pour nous et qu'une fois après avoir détruit son armée, qu'il se dévoilerait. Donc, les assassins économiques y retournèrent dans les années 90, sans succès. S'ils avaient réussi, ils seraient encore au pouvoir du pays. Nous lui aurions vendu tous les avions de combat qu'il voulait, et tout ce qu'il voulait, mais ils n'y arrivèrent pas. Ils échouèrent. Les chacals n'arrivèrent pas à le récupérer à nouveau. Alors nous y avons envoyé l'armée. Encore une fois, et cette fois, nous avons fait la totale. Et l'avons retiré. Et par la même occasion, avons créé pour nous-mêmes quelques affaires de construction très lucratives pour reconstruire le pays que nous avions réellement détruit. Ce qui est une véritable affaire pour qui détiennent des sociétés en bâtiment. De grosses. Donc, l'Irak montre les trois étapes. Les assassins économiques y ont échoué, les chacals y ont échoué, et donc, mesure finale, l'armée s'y est rendue. Et c'est de cette manière que nous avons réellement construit un empire. Mais nous l'avons fait subtilement. C'est clandestin. Tous les empires du passé ont été érigés par l'armée et tout le monde savait qu'ils étaient en train de le construire. Les Anglais savaient qu'ils étaient en train de les construire. Les Français, les Allemands, les Grecs, et ils en étaient fiers. Ils avaient toujours quelques excuses telles que propager la civilisation, propager une religion, quelque chose comme cela. Mais ils savaient qu'ils étaient en train de le faire. Pas nous. La majorité de la population aux États-Unis n'a aucune idée que nous vivons pour le bénéfice de l'empire clandestin. Qu'aujourd'hui, il y a plus d'esclavage dans le monde que jamais auparavant. Donc vous devez vous poser la question. Eh bien, si c'est un empire, alors qui est l'empereur? Manifestement, nos présidents des États-Unis ne sont pas des empereurs. Un empereur est quelqu'un qui n'est pas élu, ne remplit pas de mandat et ne rend de compte à personne essentiellement. Donc, vous ne pouvez pas étiqueter nos présidents de cette façon. Mais nous avons ce que je considère être l'équivalent d'un empereur. Et c'est ce que j'appelle la corporatocratie. La corporatocratie est ce groupe d'individus qui administrent nos plus grosses corporations et ils agissent réellement comme les empereurs de cet empire. Ils contrôlent nos médias, soit par la possession directe ou par la publicité. Ils contrôlent la plupart de nos politiciens car ils financent leurs campagnes, soit au travers de corporations ou des contributions personnelles qui émergent des corporations. Ils ne sont pas élus, ils ne remplissent pas un mandat, ils ne rendent de compte à personne. Et au sommet de cette corporatocratie, vous ne pouvez distinguer si la personne travaille pour une société privée ou le gouvernement, car ils font toujours un mouvement de va-et-vient. Donc, vous avez un type qui est un moment le président d'une grosse société en bâtiment, comme Halliburton, et le moment suivant, il est le vice-président des États-Unis, ou le président qui était dans les affaires du pétrole.
Et c'est vrai, que vous ayez des démocrates ou des républicains dans l'administration, vous avez ce mouvement de va-et-vient, et dans un sens, notre gouvernement est invisible la plupart du temps, et ses stratégies sont exécutées par nos corporations à un niveau ou à un autre. Et encore une fois, les stratégies du gouvernement sont essentiellement forgées par la corporatocratie et sont alors présentées au gouvernement et deviennent des plans gouvernementaux. Il y a une incroyable relation d'intimité. Ce n'est pas une théorie du complot. Ces gens n'ont pas à se regrouper et comploter pour faire des choses. Ils travaillent tous essentiellement avec un principe fondamental, qui est de maximiser les profits sans se soucier du coût social et environnemental. Cette opération de manipulation par la corporatocratie au travers des dettes, corruption et renversement politique est appelée mondialisation. Tout comme la Réserve fédérale garde le public américain dans une position de servitude au travers de dettes, de l'inflation et des intérêts, la Banque mondiale et le FMI exécutent ce rôle à l'échelle mondiale. L'arnaque de base est simple. Mettez un pays en dette, vous divisez le peuple en querelle ou en corrompant le chef de ce pays qui impose des conditionnalités ou une politique d'ajustement structurel, souvent constituée de ceci. La dévaluation monétaire. Lorsque la valeur d'une monnaie chute, il en est de même pour tout ce qui est évalué par elle, ce qui rend les ressources locales disponibles pour les pays prédateurs à une fraction de leur valeur. De larges coupes dans les programmes sociaux, incluant en général l'éducation et la santé, compromettant le bien-être et l'intégrité d'une société laissant le public vulnérable à l'exploitation. Privatisation des entreprises publiques signifie que les systèmes socialement importants peuvent être achetés et contrôlés par des corporations étrangères pour le profit. Par exemple, en 1999, la Banque mondiale insista pour que le gouvernement bolivien vende le système public d'approvisionnement d'eau de sa troisième ville la plus grande à une subdivision de la société états-unienne Bechtel. Aussitôt que ça se produisit, la facture d'eau des résidents locaux, déjà appauvris, grimpa en flèche. Il a fallu attendre une véritable révolte du peuple pour que le contrat de Bechtel soit annulé. Ensuite, il y a la libération des échanges, ou l'ouverture de l'économie en retirant toutes les restrictions sur les échanges extérieurs, ce qui permet un certain nombre de réalisations économiques abusives, telles que l'importation massive de produits par les sociétés transnationales, disloquant la production indigène et ruinant l'économie locale. Un exemple est la Jamaïque, qui, après avoir accepté des prêts et des conditionnalités de la Banque mondiale, a perdu son plus grand marché de récolte en raison d'une compétition avec les importations de l'Ouest. Aujourd'hui, d'innombrables agriculteurs sont sans travail car ils sont incapables de rivaliser contre les grosses sociétés. Une autre variation est la création de nombreux apparemment inaperçus, non régulés, inhumaines fabriques de vêtements qui profitent d'une privation économique imposée. De plus, en raison d'une production non régulée, la destruction environnementale est perpétuelle, étant donné que les ressources d'un pays sont souvent exploitées dans l'indifférence des corporations, tout en générant délibérément de larges quantités de polluants. La plus grande poursuite judiciaire environnementale dans l'histoire du monde aujourd'hui est menée par 30 000 Équatoriens et Amazoniens contre Texaco, qui est maintenant détenu par Chevron. Donc c'est contre Chevron, mais pour des activités menées par Texaco. Ils ont estimé que Exxon Valdez a déversé 18 fois plus sur la côte de l'Alaska. Dans le cas de l'Équateur, ce n'était pas un accident. La compagnie pétrolière l'a fait intentionnellement. Ils savaient qu'ils allaient faire des économies plutôt que de prendre des dispositions appropriées. De plus, un simple regard sur la performance de la Banque mondiale révèle que l'institution qui proclame publiquement d'aider les pays pauvres à se développer et d'atténuer la pauvreté n'a rien fait d'autre que d'augmenter la marge entre la pauvreté et la richesse, alors que les profits des entreprises s'envolent. En 1960, la différence de revenus entre le 5e des gens des pays les plus riches et le 5e des pays les plus pauvres était de 30 contre 1. En 1998, il était de 74 contre 1. Alors que le PNB mondial augmentait de 40% entre 1970 et 1985, la pauvreté augmentait de 17%. Alors qu'entre 1985 et 2000, le nombre de gens vivant avec moins de $1 par jour augmenta de 18%.
Même que le Joint Economic Committee du Congrès américain admet qu'un faible 40% des projets de la Banque mondiale est une réussite. À la fin des années 60, la Banque mondiale est intervenue en Équateur avec de larges prêts. Pendant les 30 années qui suivirent, la pauvreté s'accrut de 50% à 70%. Le sous-emploi ou le chômage s'accrut de 15% à 70%. La dette publique augmenta de 240 millions à 16 milliards de dollars, alors que la part de ressources allouées aux pauvres passa de 20% à 6%. En fait, depuis l'an 2000, 50% du budget national de l'Équateur a été affecté au paiement de ses dettes. Il est important de comprendre que la Banque mondiale est en réalité une banque américaine supportant les intérêts américains, car les États-Unis détiennent un veto sur les décisions, étant donné qu'elles représentent le plus gros fournisseur de capital. Et d'où vient cet argent? Vous l'avez deviné. Il est créé de toutes pièces par le système bancaire de réserve fractionnaire. Des 100 meilleures économies mondiales basées sur le produit intérieur brut annuel, 51 sont des corporations et 47 d'entre elles sont basées aux États-Unis. Walmart, General Motors et Exxon sont plus puissantes économiquement que l'Arabie saoudite, la Pologne, la Norvège, l'Afrique du Sud, la Finlande, l'Indonésie et beaucoup d'autres. Et comme les barrières économiques sont abattues, les monnaies sont lancées et manipulées dans des marchés instables, l'économie d'État se retourne en faveur des compétitions dans le capitalisme mondial. L'empire s'agrandit. You get up on your little 21-inch screen and howl about America and democracy. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide, and Exxon. Those are the nations of the world today. What do you think the Russians talk about in their councils of state? Karl Marx? They get out their linear programming charts, statistical decision theories, Minimax solutions, and compute the price-cost probabilities of their transactions and investments, just like we do. We no longer live in a world of nations and ideologies, Mr. Beale. The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale. Le monde est en train d'être dominé par une poignée de puissances commerciales qui dominent les ressources naturelles nous permettant de vivre, tout en contrôlant l'argent qui nous permet d'obtenir ces ressources. Le résultat final sera un monopole planétaire basé non pas sur la vie humaine, mais sur le pouvoir financier et corporatif. Et comme les inégalités s'agrandissent, naturellement, de plus en plus de peuples deviennent désespérés. Donc l'institution a été forcée de trouver une nouvelle manière de faire face à toute personne qui conteste le système. Ils ont donc mis au monde le terroriste. Le terme terroriste est une distinction creuse désignant toute personne ou groupe qui choisirait de défier l'ordre établi. Ceci n'est pas à confondre avec le fictif Al-Qaïda, qui est en réalité le nom d'une base de données informatique des Moudjahidines supportée par les États-Unis dans les années 80. En 2007, le département de la Défense a reçu 161,8 milliards de dollars pour la soi-disant guerre contre le terrorisme. Selon le Centre national de contre-terrorisme, en 2004, environ 2000 personnes ont été tuées dans le monde en raison de prétendus actes terroristes. Sur ce nombre, 70 étaient américains. En utilisant ce nombre comme moyenne générale, ce qui est extrêmement généreux,
Il est intéressant de remarquer que 2 fois plus de personnes meurent d'allergie aux arachides chaque année. En comparaison, la cause principale de décès en Amérique est une maladie coronarienne, tuant environ 450 000 personnes chaque année. L'allocation gouvernementale pour le fonds de recherche sur ce problème était d'environ 3 milliards de dollars. Ce qui signifie que le gouvernement américain, en 2007, a dépensé 54 fois plus d'argent pour prévenir le terrorisme qu'il en a dépensé pour prévenir la maladie qui tue 6600 fois plus de gens annuellement que le terrorisme. Pourtant, les mots terrorisme et Al-Qaïda sont utilisés arbitrairement dans les médias pour qualifier toute action entreprise contre les intérêts des États-Unis. Le mythe s'élargit. À la mi-2008, le procureur général des États-Unis proposa en fait que le Congrès américain déclare officiellement la guerre contre le fantasme. Sans mentionner qu'en juillet 2008, il y a maintenant plus de 1 million de gens actuellement fichés sur la liste de surveillance terroriste américaine. Cette soi-disant mesure antiterrorisme n'a bien sûr rien à voir avec la protection sociale et tout à voir avec la préservation de l'ordre établi contre les sentiments anti-américains croissants, à la fois au niveau national et international, qui est légitimement fondé sur l'expansion de l'empire des sociétés basées sur la cupidité qui exploite notre monde. Les vrais terroristes de notre monde ne se rencontrent pas dans le noir à minuit, ou crient Allah Akbar avant une quelconque action violente. Les vrais terroristes de notre monde portent des costumes à 5 000 $ et travaillent dans les plus hautes sphères de la finance, du gouvernement et des affaires. Alors, que faisons-nous? Comment stoppons-nous un système de cupidité et de corruption qui a tellement de pouvoir et d'élan? Comment stoppons-nous ce comportement de groupe aberrant qui ne ressent aucune compassion pour les milliers de morts en Irak et en Afghanistan pour que la corporatocratie puisse contrôler les ressources énergétiques et la production d'opium pour les profits de Wall Street? Comment stoppons-nous un système de cupidité et de corruption qui condamne les populations pauvres à un atelier de misère pour les bénéfices de Madison Avenue, ou orchestre des attaques terroristes sous faux drapeaux au nom de la manipulation, ou génère des modes intégrés de fonctionnement sociaux qui sont fondamentalement exploités, ou réduit systématiquement de nombreuses libertés et viole les droits de l'homme afin de se protéger lui-même de ses imperfections. Comment pouvons-nous traiter avec les nombreuses institutions furtives, telles que le Conseil de Relations étrangères, la Commission trilatérale et le groupe Bilderberg et les autres groupes élus non démocratiquement, qui derrière les rideaux collaborent pour le contrôle des éléments politiques, financiers, sociaux et environnementaux de nos vies? Afin de trouver une réponse, nous devons d'abord chercher la véritable cause sous-jacente, car le fait est, l'égoïsme, le pouvoir corrompu et les groupes basés sur le profit ne sont pas la vraie source du problème. Ce sont des symptômes. Mon nom est Jacques Fresco. Je suis un designer industriel et un ingénieur social. Je suis très intéressé par la société et par le développement d'un système qui pourrait être viable pour tout le monde. Avant tout,
Le mot corruption est une invention monétaire. Ce comportement aberrant, comportement qui est perturbant pour le bien-être du peuple. Eh bien, vous avez affaire au comportement humain. Et le comportement humain se révèle être déterminé par l'environnement, signifiant si vous êtes élevé par les Indiens séminoles en tant qu'enfant, sans jamais avoir vu autre chose, vous retenez ce système de valeurs. Et il en va ainsi pour les nations, les individus, les familles essayant d'endoctriner leurs enfants dans leur foi particulière et leur pays, et qu'ils se sentent comme faisant partie de tout cela. Et ils construisent une société qu'ils appellent établie. Ils établissent un point de vue accessible et tentent à le perpétuer. Alors que toutes les sociétés sont en fait émergentes, pas établies. Et donc, ils rejettent les nouvelles idées qui interfèrent avec l'ordre établi. Les gouvernements essayent de perpétuer ce qui les garde au pouvoir. Les gens ne sont pas élus au poste politique pour changer les choses. Ils y sont mis pour conserver les choses telles qu'elles sont. Donc, vous voyez, les bases de la corruption sont dans notre société. Laissez-moi expliquer. Toutes les nations sont foncièrement corrompues, car elles tentent à maintenir les institutions existantes. Je ne veux pas dire de maintenir ou de dévaloriser tous les pays, mais le communisme, le socialisme, le fascisme, le libre-entreprise et tous les autres sous-cultures sont les mêmes. Elles sont essentiellement corrompues. La caractéristique la plus fondamentale de nos institutions sociales est la nécessité de se préserver. Que ce soit une corporation, une religion ou un gouvernement, le premier intérêt est de préserver l'institution elle-même. Par exemple, la dernière chose qu'une compagnie pétrolière voudrait est qu'une énergie qui ne soit pas en sa possession soit utilisée, car ça rendrait cette compagnie moins importante pour la société. De même que la guerre froide et la chute de l'Union soviétique étaient en réalité une façon de préserver et perpétuer une institution économique et l'hégémonie globale des États-Unis. Pareillement, les religions conditionnent le peuple à se sentir coupable pour les tendances naturelles. Chacun proclame offrir le seul chemin vers le pardon et le salut. Au cœur de cette autopréservation institutionnelle repose le système monétaire, car c'est l'argent qui fournit les moyens du pouvoir et de la survie. C'est pourquoi, tout comme une personne pauvre peut être amenée à voler pour survivre, c'est une tendance naturelle de faire tout le nécessaire pour prolonger la rentabilité d'une institution. Ceci rend particulièrement difficile pour les institutions basées sur le profit de changer, car cela met en danger non seulement la survie de larges groupes de gens, mais aussi le douillet mode de vie matérialiste associé à la prospérité et au pouvoir. Donc, la paralysie nécessaire de préserver une institution en dépit de son importance sociale est largement ancrée dans le besoin d'argent ou profit. Quel intérêt cela a-t-il pour moi et ce que les gens pensent? Et alors, si un homme fait de l'argent en vendant un certain produit, c'est là qu'il combattra l'existence d'un autre produit qui pourrait menacer son institution. C'est pourquoi les gens ne peuvent être honnêtes et que les gens ne se font pas confiance. Un type va venir vers vous et dire « J'ai exactement la maison que vous cherchez ». C'est un vendeur. Quand un docteur dit « Je pense que votre rein doit être retiré », je ne sais pas s'il essaye de se payer un yacht ou si mon rein doit être retiré. C'est difficile dans un système monétaire de faire confiance aux gens. Si vous venez à mon magasin et que je dis « Cette lampe que j'ai ici est plutôt bonne, mais la lampe du voisin est bien meilleure », je ne resterai pas en affaires très longtemps. Ça ne marcherait pas. Si j'étais éthique, ça ne fonctionnerait pas. Alors quand vous dites que l'industrie fait attention aux gens, ce n'est pas vrai. Ils ne peuvent pas se permettre d'être éthiques. Donc, votre système n'est pas conçu pour servir le bien des gens. Si vous ne comprenez toujours pas cela, il n'y aurait pas de sous-traitance des emplois s'ils se souciaient des gens. L'industrie ne se soucie pas. Il emploie uniquement des gens car ça n'a pas été encore automatisé. Donc, ne parlez pas d'honnêteté ou d'éthique. Nous ne pouvons pas nous le permettre pour rester en affaires. Il est important de montrer que quel que soit le système social, qu'il soit fasciste, socialiste, capitaliste ou communiste,
le système sous-jacent reste encore l'argent, le travail et la compétition. La Chine communiste n'est pas moins capitaliste que les États-Unis. La seule différence est le degré d'implication de l'État dans l'entreprise. La réalité est que le monétarisme, pour ainsi dire, est le vrai mécanisme qui guide les intérêts de tous les pays de la planète. La plus agressive et donc dominante variation de ce monétarisme est le système de libre entreprise. La perspective fondamentale mise devant par le premier économiste du marché libre, comme Adam Smith, est que l'égocentrisme et la compétition tendent vers la prospérité sociale, car la compétition crée un stimulant qui motive les gens à persévérer. Cependant, ce qui n'est pas dit est à quel point une économie basée sur la compétition mène invariablement vers une corruption stratégique, une consolidation du pouvoir et des biens, une stratification sociale, une paralysie technologique, un abus du travail et finalement une forme déguisée de gouvernement dictatorial par la riche élite. Le mot corruption est souvent défini par perversion morale. Si une compagnie déverse des rejets toxiques dans l'océan pour économiser de l'argent, la plupart des gens identifient cela comme un comportement corrompu. À un niveau plus subtil, quand Walmart s'installe dans une petite ville et force les petites boutiques à fermer car incapables de rivaliser, une zone floue émerge. Mais que fait Walmart de si mauvais? Pourquoi devrait-il se soucier des organisations familiales qu'il détruise? Mais encore plus subtil, quand une personne est renvoyée de leur travail parce qu'une nouvelle machine a été créée qui peut faire le travail pour moins d'argent, les gens tendent à accepter cela comme « ainsi va la vie », sans voir l'inhumanité inhérente à une telle action. Car le fait est qu'il s'agisse de déverser des déchets toxiques, posséder un monopole ou de diminuer la main-d'œuvre, le motif est le même, profit. Ce sont tous des différents degrés du même mécanisme d'autopréservation qui met toujours le bien-être du peuple au second plan du gain monétaire. C'est pourquoi la corruption n'est pas un sous-produit du monétarisme. C'est son véritable fondement. Et bien que la plupart des gens reconnaissent cette tendance à un niveau ou à un autre, la majorité reste naïve quant à l'ensemble des implications d'avoir un mécanisme si égocentrique comme direction mentale dans la société. Internal documents show that after this company positively, absolutely knew that they had a medication that was infected with the AIDS virus, they took the product off the market in the U.S. and then they dumped it in France, Europe, Asia, and Latin America. The U.S. government allowed it to happen. The FDA allowed this to happen. And now the government is completely looking the other way. Thousands of innocent hemophiliacs have died from the AIDS virus. This company knew absolutely that it was infected with AIDS. Des avions, des soldats, des chacals, nous avons envoyé tout le nécessaire pour le faire sortir. Et nous l'avons sorti. Et aussitôt qu'il fut relevé de ses fonctions, le nouveau qui le remplaça rétablit tout pour les grosses corporations internationales, United Fruit incluse. L'Équateur a très longtemps été gouverné par des dictateurs pro-états-uniens, souvent relativement brutaux. Alors, il a été décidé qu'il aurait une véritable élection démocratique. Yameroldos concourut, et son objectif principal, disait-il, en tant que président, était de faire en sorte que les ressources de l'Équateur soient utilisées pour aider le peuple. Il gagna, de très loin, avec plus de voix que n'importe qui n'ait jamais eu en Équateur. Et il commença à appliquer ses politiques pour s'assurer que les profits du pétrole soient là pour aider le peuple. Eh bien, nous ne l'avons pas apprécié aux États-Unis. J'ai été envoyé comme l'un des assassins économiques pour changer Roldos, pour le corrompre, pour le rapprocher, pour lui faire savoir, vous savez, tu peux devenir très riche si toi et ta famille jouez selon nos règles. Mais si vous continuez à appliquer cette politique que vous avez promis, vous allez partir. Il n'a rien voulu savoir. Il a été assassiné. Aussitôt que l'avion s'écrasa, toute la zone a été bouclée. Les seules personnes autorisées étaient les militaires américains d'une base proche et quelques militaires équatoriens. Quand une investigation fut lancée, 2 témoins clés moururent dans un accident de voiture avant d'avoir une chance de témoigner. Un tas de choses très étranges se sont passées autour de l'assassinat de Yameroldos. Je n'avais, comme la plupart des gens qui ont observé le cas, absolument aucun doute qu'il s'agissait d'un assassinat.
Et bien sûr, dans ma position d'assassin économique, je m'attendais toujours à ce que quelque chose arrive à Yamé. Que ce soit un coup d'État ou un assassinat, je n'étais pas sûr, car il ne se laissait pas corrompre, et il ne se serait jamais permis d'être corrompu de la manière que nous le voulions. Omar Torrijos, le président du Panama, était l'une de mes personnes favorites. Je l'appréciais énormément. Il était très charismatique. C'était un type qui voulait vraiment aider son pays. Et quand j'ai essayé de l'acheter ou de le corrompre, il dit « Écoute, John », il m'appelait Juanito. Il dit « Écoute, Juanito, je n'ai pas besoin d'argent. Ce que j'ai réellement besoin, c'est que mon pays soit traité décemment. J'ai besoin que les États-Unis paient la dette qu'ils doivent à mon peuple pour tous les dégâts que vous avez causés ici. J'ai besoin d'être dans une position où je puisse aider les autres pays latino-américains à gagner leur indépendance et d'être libérés de cette terrible présence venant du Nord. Vous nous exploitez terriblement. J'ai besoin que le canal du Panama revienne dans les mains du peuple panaméen. C'est tout ce que je veux. Donc laissez-moi tranquille. N'essaie pas de m'acheter. On était en 1981 et en mai, ou génère des modes intégrés de fonctionnement sociaux qui sont fondamentalement exploités, ou réduit systématiquement de nombreuses libertés et viole les droits de l'homme afin de se protéger lui-même de ses imperfections. Comment pouvons-nous traiter avec les nombreuses institutions furtives, telles que le Conseil de Relations étrangères, la Commission trilatérale et le groupe Bilderberg et les autres groupes élus non démocratiquement, qui derrière les rideaux collaborent pour le contrôle des éléments politiques, financiers, sociaux et environnementaux de nos vies? Afin de trouver une réponse, nous devons d'abord chercher la véritable cause sous-jacente, car le fait est, l'égoïsme, le pouvoir corrompu et les groupes basés sur le profit ne sont pas la vraie source du problème. Ce sont des symptômes. Mon nom est Jacques Fresco. Je suis un designer industriel et un ingénieur social. Je suis très intéressé par la société et par le développement d'un système qui pourrait être viable pour tout le monde. Avant tout, le mot corruption est une invention monétaire, ce comportement aberrant, comportement qui est perturbant pour le bien-être du peuple. Eh bien, vous avez affaire au comportement humain. Et le comportement humain se révèle être déterminé par l'environnement, signifiant si vous êtes élevé par les Indiens séminoles en tant qu'enfant, sans jamais avoir vu autre chose, vous retenez ce système de valeurs. Et il en va ainsi pour les nations, les individus, les familles essayant d'endoctriner leurs enfants dans leur foi particulière et leur pays, et qu'ils se sentent comme faisant partie de tout cela. Et ils construisent une société qu'ils appellent établie. Ils établissent un point de vue accessible et tentent à le perpétuer. Alors que toutes les sociétés sont en fait émergentes, pas établies. Et donc, ils rejettent les nouvelles idées qui interfèrent avec l'ordre établi. Les gouvernements essayent de perpétuer ce qui les garde au pouvoir. Les gens ne sont pas élus au poste politique pour changer les choses. Ils y sont mis pour conserver les choses telles qu'elles sont. Donc, vous voyez, les bases de la corruption sont dans notre société. Laissez-moi expliquer. Toutes les nations sont foncièrement corrompues, car elles tentent à maintenir les institutions existantes. Je ne veux pas dire de maintenir ou de dévaloriser dans les mains du peuple panaméen. C'est tout ce que je veux. Donc, laissez-moi tranquille. N'essaie pas de m'acheter. On était en 1981 et en mai, Yamé Roldos se faisait assassiner. Et Omar était parfaitement au courant de cela. Torrijos rassembla sa famille et dit « Je suis probablement le prochain. Mais ça ne fait rien, car j'ai réalisé ce pourquoi je suis venu ici. J'ai renégocié le canal. Le canal sera désormais entre nos mains. Nous avons fini de négocier le traité avec Jimmy Carter. » En juin de la même année, 2 mois plus tard, il s'écrasa aussi dans un accident d'avion, qui, il n'y a aucun doute, fut exécuté par les chacals commandités par la CIA.
Une énorme quantité de preuves, dont celle d'un agent de sécurité de Torios, lui donna au dernier moment, alors qu'il montait dans l'avion, un magnétophone. Un petit magnétophone qui contenait une bombe. C'est intéressant pour moi à quel point ce système a continué presque de la même manière pendant des années et des années, hormis que les assassins économiques soient devenus de plus en plus au point. Puis, nous avons fait face à très récemment ce qui s'est passé au Venezuela. En 1998, Hugo Chavez se fait élire président, succédant à une longue lignée de présidents qui ont été très corrompus et qui ont littéralement détruit l'économie du pays. Et Chavez fut élu au milieu de tout cela. Chavez se dressa face aux États-Unis et il le fit principalement en demandant que le pétrole vénézuélien soit utilisé pour aider le peuple vénézuélien. Eh bien, nous n'avons pas aimé cela aux États-Unis. Alors, en 2002, un coup d'État fut arrangé. Il n'y a pas de doute pour moi ni pour la plupart des gens que la CIA était derrière ce coup. La manière dont ce coup a été fomenté était très caractéristique de ce que Kermit Roosevelt a fait en Iran. De payer des gens pour sortir dans la rue, pour troubler, pour protester, pour dire que Chavez était très impopulaire. Vous savez, si vous faites appel à quelques milliers de personnes pour faire cela, la télévision peut donner l'impression qu'il s'agit de tout le pays et les choses commencent à bourgeonner. Excepté que dans le cas de Chavez, il a été assez intelligent et le peuple était si fortement pour lui qu'ils l'ont surmonté. Ce qui fut un moment phénoménal dans l'histoire de l'Amérique latine. L'Irak, effectivement, est l'exemple parfait de la façon dont le système entier fonctionne. Donc, nous, assassins économiques, sommes la première ligne de défense. Nous entrons, nous essayons de corrompre les gouvernements et de les faire accepter des prêts énormes qui sont alors utilisés comme moyen de les posséder littéralement. Si nous échouons, comme j'ai échoué au Panama avec Omar Torios, et des 100 meilleures économies mondiales basées sur le produit intérieur brut annuel, 51 sont des corporations et 47 d'entre elles sont basées aux États-Unis. Walmart, General Motors et Exxon sont plus puissantes économiquement que l'Arabie Saoudite, la Pologne, la Norvège, l'Afrique du Sud, la Finlande, l'Indonésie et beaucoup d'autres. Et comme les barrières économiques sont abattues, les monnaies sont lancées et manipulées dans des marchés instables, l'économie d'État se retourne en faveur des compétitions dans le capitalisme mondial. L'empire s'agrandit. You get up on your little 21-inch screen and howl about America and democracy. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide, and Exxon. Those are the nations of the world today. What do you think the Russians talk about in their councils of state? Karl Marx? They get out their linear programming charts, statistical decision theories, Minimax solutions, and compute the price-cost probabilities of their transactions and investments, just like we do. We no longer live in a world of nations and ideologies, Mr. Beale. The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale. Le monde est en train d'être dominé par une poignée de puissances commerciales qui dominent les ressources naturelles nous permettant de vivre, tout en contrôlant l'argent qui nous permet d'obtenir ces ressources. Le résultat final sera un monopole planétaire basé non pas sur la vie humaine, mais sur le pouvoir financier et corporatif. Et comme les inégalités s'agrandissent, naturellement, de plus en plus de peuples deviennent désespérés.
Donc l'institution a été forcée de trouver une nouvelle manière de faire face à toute personne qui conteste le système. Ils ont donc mis au monde le terroriste. Le terme terroriste est une distinction creuse désignant tout 40% des projets de la Banque mondiale est une réussite. À la fin des années 60, la Banque mondiale est intervenue en Équateur avec de larges prêts. Pendant les 30 années qui suivirent, la pauvreté s'accrut de 50% à 70%. Le sous-emploi ou le chômage s'accrut de 15% à 70%. La dette publique augmenta de 240 millions à 16 milliards de dollars, alors que la part de ressources allouées aux pauvres passa de 20% à 6%. En fait, depuis l'an 2000, 50% du budget national de l'Équateur a été affecté au paiement de ses dettes. Il est important de comprendre que la Banque mondiale est en réalité une banque américaine supportant les intérêts américains, car les États-Unis détiennent un veto sur les décisions, étant donné qu'elles représentent le plus gros fournisseur de capital. Et d'où vient cet argent? Vous l'avez deviné. Il est créé de toutes pièces par le système bancaire de réserve fractionnaire. Des 100 meilleures économies mondiales basées sur le produit intérieur brut annuel, 51 sont des corporations et 47 d'entre elles sont basées aux États-Unis. Walmart, General Motors et Exxon sont plus puissantes économiquement que l'Arabie Saoudite, la Pologne, la Norvège, l'Afrique du Sud, la Finlande, l'Indonésie et beaucoup d'autres. Et comme les barrières économiques sont abattues, les monnaies sont lancées et manipulées dans des marchés instables, l'économie d'État se retourne en faveur des compétitions dans le capitalisme mondial. L'empire s'agrandit. You get up on your little 21-inch screen and howl about America and democracy. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide, and Exxon. Those are the nations of the world today. What do you think the Russians talk about in their councils of state? Karl Marx? They get out their linear programming charts, statistical decision theories, Minimax solutions, and compute the price-cost probabilities of their transactions and investments, just like we do. We no longer live in a world of nations and ideologies, Mr. Beale. The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale. Sont sans travail car ils sont incapables de rivaliser contre les grosses sociétés. Une autre variation est la création de nombreux apparemment inaperçus, non régulés, inhumaines fabriques de vêtements qui profitent d'une privation économique imposée. De plus, en raison d'une production non régulée, la destruction environnementale est perpétuelle, étant donné que les ressources d'un pays sont souvent exploitées dans l'indifférence des corporations, tout en générant délibérément de larges quantités de polluants. La plus grande poursuite judiciaire environnementale dans l'histoire du monde aujourd'hui est menée par 30 000 Équatoriens et Amazoniens contre Texaco, qui est maintenant détenu par Chevron. Donc c'est contre Chevron, mais pour des activités menées par Texaco. Ils ont estimé que Exxon Valdez a déversé 18 fois plus sur la côte de l'Alaska. Dans le cas de l'Équateur, ce n'était pas un accident. La compagnie pétrolière l'a fait intentionnellement. Ils savaient qu'ils allaient faire des économies plutôt que de prendre des dispositions appropriées. De plus, un simple regard sur la performance de la Banque mondiale révèle que l'institution qui proclame publiquement d'aider les pays pauvres à se développer et d'atténuer la pauvreté n'a rien fait d'autre que d'augmenter la marge entre la pauvreté et la richesse, alors que les profits des entreprises s'envolent. En 1960, la différence de revenus entre le 5e des gens des pays les plus riches et le 5e des pays les plus pauvres était de 30 contre 1. En 1998, il était de 74 contre 1. Alors que le PNB mondial augmentait de 40% entre 1970 et 1985, la pauvreté augmentait de 17%.
Alors qu'entre 1985 et 2000, le nombre de gens vivant avec moins de $1 par jour augmenta de 18%. Même que le Joint Economic Committee du Congrès américain admet qu'un faible 40% des projets de la Banque mondiale est une réussite. À la fin des années 60, la Banque mondiale est intervenue en Équateur avec de larges prêts. Pendant les 30 années qui suivirent, la pauvreté s'accrut de 50% à 70%. Le sous-emploi ou le chômage s'accrut de 15% à 70%. La dette publique augmenta de 240 millions à 16 milliards de dollars, alors que la part de ressources allouées aux pauvres passa de 20% à 6%. En fait, depuis l'an 2000, 50% du budget national de l'Équateur a été affecté au paiement de ses dettes. Il est important de comprendre que la Banque mondiale est en réalité une banque américaine supportant les intérêts américains, car les États-Unis détiennent un veto sur les décisions, étant donné qu'elles représentent le plus gros fournisseur de capital. Et d'où vient cet argent? Vous l'avez deviné. Il est créé de toutes pièces par le système bancaire de réserve fractionnaire de gens actuellement fichés sur la liste de surveillance terroriste américaine. Cette soi-disant mesure antiterrorisme n'a bien sûr rien à voir avec la protection sociale et tout à voir avec la préservation de l'ordre établi contre les sentiments anti-américains croissants, à la fois au niveau national et international, qui est légitimement fondé sur l'expansion de l'empire des sociétés basées sur la cupidité qui exploite notre monde. Les vrais terroristes de notre monde ne se rencontrent pas dans le noir à minuit, ou crient Allah Akbar avant une quelconque action violente. Les vrais terroristes de notre monde portent des costumes à 5 000 $ et travaillent dans les plus hautes sphères de la finance, du gouvernement et des affaires. Alors, que faisons-nous? Comment stoppons-nous un système de cupidité et de corruption qui a tellement de pouvoir et d'élan? Comment stoppons-nous ce comportement de groupe aberrant qui ne ressent aucune compassion pour les milliers de morts en Irak et en Afghanistan pour que la corporatocratie puisse contrôler les ressources énergétiques et la production d'opium pour les profits de Wall Street? Comment stoppons-nous un système de cupidité et de corruption qui condamne les populations pauvres à un atelier de misère pour les bénéfices de Madison Avenue, ou orchestre des attaques terroristes sous faux drapeaux au nom de la manipulation, ou génère des modes intégrés de fonctionnement sociaux qui sont fondamentalement exploités, ou réduit systématiquement de nombreuses libertés et viole les droits de l'homme afin de se protéger lui-même de ses imperfections. Comment pouvons-nous traiter avec les nombreuses institutions furtives, telles que le Conseil de Relations étrangères, la Commission trilatérale et le groupe Bilderberg et les autres groupes élus non démocratiquement, qui derrière les rideaux collaborent pour le contrôle des éléments politiques, financiers, sociaux et environnementaux de nos vies, afin de trouver une réponse? Quel intérêt cela a-t-il pour moi et ce que les gens pensent? Et alors, si un homme fait de l'argent en vendant un certain produit, c'est là qu'il combattra l'existence d'un autre produit qui pourrait menacer son institution. C'est pourquoi les gens ne peuvent être honnêtes et que les gens ne se font pas confiance. Un type va venir vers vous et dire « J'ai exactement la maison que vous cherchez ». C'est un vendeur. Quand un docteur dit « Je pense que votre rein doit être retiré », je ne sais pas s'il essaye de se payer un yacht ou si mon rein doit être retiré. C'est difficile dans un système monétaire de faire confiance aux gens.
Si vous venez à mon magasin et que je dis « Cette lampe que j'ai ici est plutôt bonne, mais la lampe du voisin est bien meilleure. » Je ne resterai pas en affaires très longtemps. Ça ne marcherait pas. Si j'étais éthique, ça ne fonctionnerait pas. Alors quand vous dites que l'industrie fait attention aux gens, ce n'est pas vrai. Ils ne peuvent pas se permettre d'être éthiques. Donc, votre système n'est pas conçu pour servir le bien des gens. Si vous ne comprenez toujours pas cela, il n'y aurait pas de sous-traitance des emplois s'ils se souciaient des gens. L'industrie ne se soucie pas. Il emploie uniquement des gens car ça n'a pas été encore automatisé. Donc, ne parlez pas d'honnêteté ou d'éthique. Nous ne pouvons pas nous le permettre pour rester en affaires. Il est important de montrer que quel que soit le système social, qu'il soit fasciste, socialiste, capitaliste ou communiste, le système sous-jacent reste encore l'argent, le travail et la compétition. La Chine communiste n'est pas moins capitaliste que les États-Unis. La seule différence est le degré d'implication de l'État dans l'entreprise. La réalité est que le monétarisme, pour ainsi dire, est le vrai mécanisme qui guide les intérêts de tous les pays de la planète. La plus agressive et donc dominante variation de ce monétarisme est le système de libre entreprise. La perspective fondamentale mise devant par le premier économiste du marché libre, comme Adam Smith, est que l'égocentrisme et la compétition tendent vers la prospérité sociale, car la compétition crée un stimulant qui motive les gens à persévérer. Cependant, ce qui n'est pas dit est à quel point une économie basée sur la compétition mène invariablement vers une corruption stratégique, une consolidation du pouvoir et des biens, une stratification sociale, une paralysie technologique, un abus du travail et finalement une forme déguisée de gouvernement dictatorial par la riche élite. Le mot corruption est souvent défini par perversion morale. Si une compagnie déverse des rejets toxiques dans l'océan pour économiser de l'argent, la plupart des gens identifient cela comme un comportement corrompu.